C'est à l'analyse du témoignage de Frank Zampino avec Suzanne Coupal. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Julien. Alors voilà, on va faire le bilan de son analyse puisque le reste c'était en ordonnance de non-publication. Demain, on attend le maire Tremblay. Alors c'est le temps de faire le point sur M. Zampino. Bon, on voit ici un témoin qui a été très très bien préparé, mais ce qu'on peut retenir, si on commence par le début, quelqu'un qui a peut-être un peu contre-attaqué la commission, qui l'a ébranlé sur plusieurs points, entre autres sur les preuves que la commission a apportées. Alors, je fais référence ici au fameux agenda électronique, aux 1800 appels, à l'interprétation que la commission en a fait. Mais le point qui est à nouveau aujourd'hui, c'est quand la commission faisait référence à un témoignage d'un monsieur qui est venu, M. Palliaroulo, si je ne me trompe pas, qui parlait d'un pot de vin sous forme de rénovation de cuisine qu'aurait eu M. Zampino, là, au coût d'un montant très sérieux, on parle de 250 000 $. Alors, Zampino a donné un coup aussi, là, a démoli aussi cette... je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une preuve, mais à tout le moins cette allégation qui a été présentée devant la commission. Et vous avez raison. Vous savez, c'est ça la force d'avoir un témoin qui est bien préparé. Parce qu'il peut donner une explication ou donner sa version sur des faits dont on en a déjà entendu parler avant ou prouver. Et là, sur ces trois aspects-là, il dit à la commission, mais écoutez, commission, là, vous êtes allé un peu trop vite. Et sur la question de la cuisine, il dit c'est faux complètement. Alors, vous auriez pu, avant de lancer le tout, vous auriez peut-être pu vérifier l'information qui vous était donnée. Et cette information-là pouvait être du oui-dire. On doit comprendre que la personne avait entendu dire que la cuisine avait été rénovée au coût de 250 000 $. Puis c'est quand même important pour des personnes en politique, hein, c'était de la nature, comme vous le dites bien, d'un pot de vin. Alors, le fait qu'il est bien préparé, il peut donner des réponses et des explications à certains faits avancés par la commission qui n'étaient pas peut-être confirmés. Alors, c'était peut-être des informations de seconde main ou de oui-dire. Alors, sur ça, on pourra dire qu'il a pu corriger le tir sur certains. Mais le oui-dire est presque un mot-clé dans l'ensemble de sa défense, à tout le moins, lors de son témoignage. Il l'a d'ailleurs répété à plusieurs reprises aujourd'hui. Parce que ce qu'on se rend compte maintenant là, que son interrogatoire et contre-interrogatoire est terminé, c'est qu'il y avait finalement bien peu de gens qui, de façon très directe, pouvaient l'impliquer. La majorité des choses qu'on a entendues concernant, à part son ami Rosaire Soriol, c'est vraiment ce qu'on appelle, là, dans le langage juridique, du oui-dire. Oui. Je vous dirais que, et dans le cas de Robert de Soriol, de son ami Soriol, Rosaire, ça peut porter interprétation lorsqu'on lit le témoignage de M. Soriol au complet, et ça en raison souvent de questions qui sont à double volet, triple volet, on ne sait plus trop à quoi M. Soriol répond. Ceci pour vous démontrer que voilà la différence entre une commission d'enquête et un procès, par exemple, en droit criminel, où, vous savez, cette règle, je vous dire, là, c'est pas aussi présent en matière de procès et on peut se servir... C'est-à-dire, on est plus rigoureux, on l'écarte plus rapidement. En fait, on l'écarte plus rapidement. On est extrêmement rigoureux et on a un niveau de preuve à suivre, des règles de preuve précises à suivre. Alors, dans toutes ces questions où on lance, on m'a dit que, lorsque le contenu porte à la réputation ou peut porter à des accusations d'ordre criminel, on dit attention, ce sont des faits. Et je pense que c'est important que le public le sache, parce que vous savez, si on pense que c'est comme ça qu'on arrive à condamner des gens ou à acquitter des gens dans les tribunaux, ben non, on a un code rigoureux, on a un code criminel, et non seulement un code criminel, mais c'est la même chose en civil, il y a des règles qui entourent la présentation de preuves. Ici, on peut comprendre pourquoi on est en recherche, hein, c'est une commission d'enquête, mais aussi, il faut faire bien attention, et encore une fois, aux réputations, aux conclusions trop rapides, alors qu'il y a peut-être quelquefois un manque de confirmation. Donc, il faut garder ça, nous, comme population, comme public aussi, avec une certaine distance aussi. Alors, ne pas penser que la réponse est nécessairement dans la question ou dans le ton de la question du procureur. Ça, c'est clair. Parce qu'il a été interrogé là-dessus. Si on remonte tout ce qu'on sait là, depuis le début des témoignages à la commission Charbonneau, on a essayé de remonter la chaîne de la collusion et de facto de la corruption à l'intérieur de la ville de Montréal pour permettre ce système-là. Alors, on a vu des fonctionnaires corrompus qui l'ont admis. On a vu la collusion du côté des ingénieurs et du côté des entrepreneurs. On a essayé de remonter la chaîne. Alors, on a eu certains cadres de la ville de Montréal. Est-ce qu'on a réussi maintenant? Est-ce qu'on peut affirmer ça va jusqu'aux élus? Ben, je vous dirais que c'est le scénario que tentait de nous expliquer la commission, et je pense que ça s'est arrêté avec M. Trépanier sur la question du financement, et que ça vient de s'arrêter avec M. Zampino sur la question d'être le pivot, d'être ce qu'on avait l'impression qu'on était pour nous démontrer, l'âme dirigeante, la tête, le penseur, celui qui orchestrait tout. Vous avez remarqué aussi peut-être aucune question quant à ces sommes d'argent là
importante qu'on a... Ah oui, à coût de 200 000 50 000 tout ça. Aucune question, ou enfin, on ne peut pas tirer aucune conclusion que peut-être M. Zampino aurait profité de ces paiements illégaux, ou en fait que ce financement aboutissait dans ses poches. Ça Alors, aucune question sur où est passé l'argent et aucune évidence, pourrait-on dire, que la chaîne, justement, qui est liée dans ce système, ce stratagème de corruption, impliquait, jusqu'à aujourd'hui, avec une évidence forte, là, impliquait un élu. On ne peut pas arriver aujourd'hui à cette conclusion-là. Et je vous dirais que lorsque M. Zampino a dit, vous savez, ce système de collusion là, pouvait vivre et exister sans moi, ceci n'empêche pas cependant qu'il avait peut-être les yeux fermés, mais que peut-être que ce système de collusion, parce que ça c'est clair qu'il y en a eu un, là, il pouvait exister sans qu'il y ait cette, je vous dirais, une complicité directe plutôt que par omission. Bon. Et là, M. Zampino, n'oublions pas qu'il a préparé le témoignage du maire Tremblay. Et le maire Tremblay vient, encore une fois, là, je vous dirais, de s'éloigner de tout ce beau monde. De par le témoignage de M. Zampino. Un tampon, encore une fois. Alors ça va être très intéressant de voir. Tremblay demain sur ça. Bon, il a certainement hâte de nous parler de M. Dumont, en tout cas. Enfin, nous, on a hâte de l'entendre aussi. Un gros merci, Suzanne Coupal. Ça me fait plaisir.